Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes avec vous, Philippe Boxeau, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, voilà, on vous connaît comme médecin légiste, vous écrivez des livres qui ont un certain succès autour de vos différentes expériences, différents cas que vous avez rencontrés dans votre vie. Vous racontez souvent être arrivé là un peu dans la médecine légale par hasard et ensuite par choix, par passion. Peut-être pour commencer, comment est-ce que vous voyez peut-être le succès aussi qu'ont vos livres et pourquoi est-ce que quelque chose qui parlerait ainsi de la mort pourrait avoir un tel succès? Je crois que c'est dans le ton. D'une part, il y a le ton que j'utilise, qui est ma façon de parler, en fait, parce que je ne suis pas un écrivain, moi, je suis un raconteur d'histoire. Donc c'est ma façon de parler que je traduis en langage écrit. C'est un parler qui devient un écrit. Donc c'est facilement accessible. Objectivement, c'est facilement accessible. En plus, les mots compliqués, je les traduis toujours pour qu'on comprenne. Mon but, c'est qu'on comprenne. Et j'essaie d'être pédagogique, d'expliquer vraiment ce qu'est le métier de médecin légiste. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne dramatise pas la mort. La mort est un drame, pas pour celui qui meurt, mais pour ceux qui restent. C'est normal, hein, c'est humain. Et j'essaie de la dédramatiser, c'est-à-dire de montrer que la mort, elle va de toute façon tous nous toucher, que ça sert strictement à rien d'essayer de la fuir, elle sera là un jour ou l'autre, et qu'il faut juste l'accepter. L'accepter. Alors, je ne rigole pas du mort, jamais. Ça, je ne supporterais pas de le faire. Je rigole de la mort, c'est-à-dire je rigole de la façon de mourir. Je la tourne parfois un peu en dérision. Alors, il y a une psychologue qui m'a téléphoné il y a 2 mois, je crois, 2-3 mois, peut-être un peu plus, en me disant, vous savez, vos livres, je les lis avec des gens qui ont l'angoisse, la peur de la mort. Et ils rient. Et ça va mieux. Alors, je ne dis pas que c'est un médicament et qu'il va être remboursé par l'INAMI l'année prochaine, hein, mais objectivement, cette façon de traiter les choses fait que ça marche et que les gens, je crois, sont contents de les lire. Maintenant, il y en a certainement à qui ça ne plaît pas, mais personne n'est obligé de lire mes livres, hein, clairement. C'est vrai que généralement il y a deux réactions. D'un côté, les gens qui trouvent ça drôle finalement des situations de mort, et d'un autre côté, ça peut aussi faire assez peur sur ce que l'homme est aussi capable de faire, le pire aussi de l'homme, parce que c'est aussi Oui, mais ça, vous savez, on ça le voit quelque dans les part. séries américaines, on le voit dans les séries, on le voit dans les films depuis toujours. Et en pire que ce que je montre là. Ce qui touche peut-être et qui impressionne le plus, c'est que dans les films, on se dit « ouais, c'est pas vrai ». Là, on sait que c'est vrai parce que je raconte pas de blagues. Le fond médico-légal est totalement vrai. Je pense à l'histoire parce que je m'en souviens. Je vais dans ma cave chercher le dossier pour retrouver les photos d'autopsie pour vraiment faire un, un rapport d'autopsie dans mon livre. L'histoire, je la romance pour qu'on ne reconnaisse pas. Je ne suis pas obligé de faire ça, mais je le fais. Mais voilà, donc les gens savent que là, c'est vrai. C'est peut-être ce qui fait la nuance. Et qu'est-ce qu'en pensent justement vos collègues médecins légistes? Ah ben j'en sais rien parce qu'ils m'en ont jamais parlé. Il faut dire qu'on n'est pas très nombreux, on a tous un boulot d'enfer. Vous êtes une vingtaine à peu près Oui, sur le pays. sur le pays, oui. En Wallonie, on est un peu moins de la moitié. Donc, objectivement, se rencontrer est difficile. On s'est déjà vu. Ça va tes livres? Je dis, ouais, marche pas mal, ok, content pour toi, voilà. Les messagistes ne sont pas des envieux en général. C'est des gens plutôt ouverts, sympas et bons vivants, souvent. Pas s'il faut rattraper ou non, juste parce Non, que... pas du tout. C'est une mentalité. Et puis, il faut rien rattraper. Mais nous sommes confrontés tous les jours avec la mort. C'est-à-dire que le fait qui nous rappelle tous les jours qu'un jour, ce sera moi à la place du monsieur que je suis en train d'examiner. Donc, tous les jours, on y repense. Ça vous donne envie de vivre, hein, et d'en profiter à la façon d'Épicure. C'est sans rien de trop. L'épicurisme, c'est pas se goinfrer, baffrer à longueur de journée. C'est profiter de tout avec une mesure commune. Voilà, c'est ce qu'on fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Vous dites aussi que l'une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ces livres, c'est pour pouvoir donner envie aussi à ce métier qui est quand même assez reconnu au niveau de la justice, parfois délaissé d'un point de vue des pouvoirs publics. Est-ce que vous avez vu depuis que vous ayez écrit ces livres un vrai intérêt supplémentaire, des nouvelles personnes, un plus grand afflux en tout cas de personnes qui veulent s'y mettre? Alors, de la part du gouvernement, de nos édiles, rien du tout. Si, mais pas à cause de mes livres. L'Europe a interpellé la Belgique en disant, écoutez, il y a un problème. En Belgique, vous autopsiez 1 à 2% de vos défunts, alors que la moyenne européenne est de 10 à 12%. Et ici, le prof Bautier de l'ULB a démontré que en Belgique, avec la façon dont on travaille, dont on nous fait travailler, plus précisément, on rate 70 à 80 meurtres qui passent au bleu par an. Alors, dans un état de droit, moi, ça me fait pas rire du tout.
Donc il y a ça, il y a cet aspect-là. Et puis quant au reste, par rapport à l'intérêt, il y a beaucoup de gens, de jeunes souvent, qui viennent me trouver en disant « J'aimerais faire la médecine légale, comment fait-on ?» Et je leur explique. Et on verra bien. Hein. Il y a un engouement, en Belgique, en tout cas en France aussi. Mes collègues en France m'ont déjà dit, il y a des gens qui ont lu tout bouquin, sont venus me trouver pour savoir comment on faisait pour devenir médecin légiste. Donc oui, ça existe et ça intéresse certaines personnes. Maintenant, de là à dire qu'ils y arriveront parce que des places seront ouvertes, ça c'est un autre problème qui concerne le gouvernement. Là, vous avez dit que vous avez ouvert 2 nouvelles places. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que finalement les personnes se pressent et tiennent le coup? Eh ben non. J'ai déjà formé 15 personnes. Sur les 15 personnes, il y en a 12 qui sont partis. Les autres sont restés, mais les 12 sont partis. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est un métier qui prend énormément de temps. Hein. On le fait en garde. Alors quand on est une équipe qui est nombreuse, vous pouvez avoir un jour de garde par semaine, par exemple, c'est viable. La garde, c'est 24 heures, et on va aussi bien sur la province de Liège que sur celle du Luxembourg, donc le territoire est vaste. Et quand vous partez, vous ne savez jamais quand vous revenez. Donc le jour de garde, on ne sait rien prévoir. C'est parfois un peu dur. Surtout quand on a des enfants, etc., que la femme travaille, ou que le mari travaille, parce que j'ai aussi des femmes médecins légistes. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est que c'est une profession qui est très mal payée. Vraiment très mal payée. C'est sans doute la profession médicale qui est la moins bien payée. À telle enseigne d'ailleurs que le législateur, quand il a créé la spécialité en 2002, a prévu, c'est la seule spécialité médicale pour laquelle ça existe, a prévu que le médecin légiste puisse avoir une deuxième spécialité. Parce qu'il faut vivre, quoi. Voilà, on en est là. Et vous avez une autre spécialité? Oui, moi je suis prof d'UNIF. Donc non, j'ai un salaire, quoi. J'ai un salaire qui m'assure de bien vivre. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Un très bon salaire. Mais à côté de ça, il y a, pour tous les autres légistes, une nécessité, ils n'ont pas ma chance d'être prof d'UNIF, hein, une nécessité de vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit de l'anatomopathologie, c'est une spécialité de la médecine qui consiste à regarder des cellules d'organes au microscope pour dire de quoi souffre l'organe, pour simplifier et aller très vite. Et les autres, c'est de la médecine d'expertise, c'est-à-dire du dommage corporel. On voit des gens, on évalue les séquelles qu'ils présentent pour pouvoir les indemniser. Je fais ça aussi de manière à soutenir l'Institut, c'est-à-dire à rentrer de l'argent pour que l'Institut puisse vivre, quoi. Alors, dans vos différents livres, vous dites Allô, docteur, j'ai un mort. Généralement, vous vous attendez à quoi? Tout peut arriver. Ouais. Et la plupart du temps, je suppose que ce n'est pas forcément aussi glorieux ou drôle ou intéressant que ce que vous racontez dans vos livres. Ah non, dans mes livres, j'ai sélectionné. Hein. J'ai choisi des histoires soit exceptionnelles, parce que sont arrivées qu'une fois, et c'est vraiment des cas exceptionnels. Ça, c'est surtout le premier bouquin. Dans les deux autres, moins. Dans les deux autres, ce que j'ai fait, c'est raconter des histoires de la médecine légale de tous les jours. Mais je fais une sélection. Je ne vais pas vous raconter une histoire qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire où la fin est déjà connue. Une histoire où, par exemple, ça arrive régulièrement, un mari tue sa femme, une femme tue son mari, il téléphone à la police en disant « Écoutez, je viens de tuer mon mari, je viens de tuer ma femme, venez, quoi ». Tout est réglé. L'auteur est là, il est dénoncé, il est en aveu, l'affaire est finie. On autopsie quand même, parce qu'il ne suffit pas des aveux. Hein. Puis tout le monde peut revenir sur ces aveux. Mais il s'agit d'avoir derrière des preuves tangibles. L'autopsie sert à ça. Mais ça n'a aucun intérêt de raconter ça. Ça peut avoir un intérêt scientifique, mais s'il n'y a pas un autre intérêt que strictement scientifique, pour le lecteur lambda, c'est mièvre, quoi. Ça passe pas bien. Donc je ne raconte que des histoires où la médecine légale apporte quelque chose et où, grâce à nous, on découvre quelque chose. C'est une sélection que je fais. Ça donne peut-être l'impression que nous sommes les dieux de l'enquête policière. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Une enquête policière, c'est un tout. Et ce sont surtout les enquêteurs qui l'amènent. Hein. Mais là, j'ai choisi des histoires où c'est nous qui avons amené l'élément déterminant qui permet de confondre l'auteur. Vous avez dit que vous... Donc ici, un 3e livre vient de sortir. Vous avez dit que vous avez encore assez d'histoires pour un 3e livre. 4e. Pour un 4e livre, pardon. Et vous rêvez aussi de faire un 5e livre autour du sensuaire. Vous en parlez brièvement même déjà dans le deuxième livre. Il y a tellement de choses à dire finalement sur le suaire et sur la crucifixion. Il y a déjà tellement de choses qui ont été dites. Mais rarement par un médecin. Et rarement en réfléchissant à la manière dont on meurt sur la croix. Donc j'ai refait la physiopathologie de la mort sur la croix. Elle est dans le bouquin, elle est dans le deuxième tome. Je crois que c'est pas 131, mais ça je suis pas sûr. J'ai été regardé tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. C'est quelque part par là.
Au début de la moitié. Oui, c'est quelque part par là. J'ai appelé ça l'autopsie du Christ. L'idée, c'est quand on meurt sur la croix, on ne meurt pas parce que des clous sont plantés. Par asphyxie. On meurt par asphyxie posturale. C'est un mode d'asphyxie spécifique qui engendre une acidose respiratoire. Alors, si je raconte ça maintenant, on en a pour une demi-heure pour que je vous explique. C'est compliqué. Mais vous l'expliquez bien. En clair, les échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur du corps ne se font plus bien. Il n'y a plus d'oxygène qui passe. L'oxygène ne rentre plus bien et le CO2 ne sort plus bien, ce qui acidifie le sang. Et ça tue. C'était même un supplice qui a été repris, mais pas de cette manière-là, par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans les camps de concentration, où on attrapait quelqu'un, on le suspendait par les poignets, on le tirait en haut, en l'air, à 10, 15, 20 cm du sol, pas plus. Il mourait de la même manière. Et parfois, beaucoup plus vite d'ailleurs que le crucifié. Donc, en partant de là, je veux revenir aux Sueurs de Turin et voir quelle correspondance je peux faire entre les deux. Est-ce que c'est possible finalement d'avoir un livre pleinement neutre sur le sujet? C'est vrai que les croyants vont peut-être, ce sera le cas. Les croyants vont peut-être vouloir prouver que ce soit vrai, d'autres athées peut-être moins. Vous vous dites clairement athée, oui. Mais vous voulez... En fait, moi, je constate que je suis dans l'incapacité de croire. Voilà, c'est plutôt ça. D'où mon athéisme. Mais ce n'est pas un athéisme anticlérical du tout. Hein, du tout. J'ai des amis prêtres. Vous avez voulu devenir prêtre? Oui. Enfin, ça pourrait aussi me conduire à être parfait anticlérical. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Et donc, l'idée que je poursuis là, c'est d'aller à la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité nécessite d'être neutre. Et de dire à un certain moment, je ne sais pas. Je ne vais pas faire un acte de foi, un acte de non-foi, si j'écris ce livre. Ce sera vraiment quelque chose de neutre, parce que c'est ma nature d'être comme ça. Je suis rationnel, trop. Matérialiste, trop. Matérialiste pas financier, matérialiste par opposition au spiritualisme. Mais c'est ma nature. Donc je n'arriverai pas à faire un livre, et même un livre où je vais prendre une décision, où je vais dire que c'est le bon ou c'est le mauvais, parce que je ne prendrai pas position comme ça. Je fournis les éléments et à chacun de se faire son idée. Celui qui a écrit la plus belle phrase sur le Suaire de Turin, c'est Jean-Paul II. Je ne sais plus en quelle année. Il a dit que le Suaire était une provocation pour l'intelligence, je bafouille, et il a ajouté que l'Église exhorte les scientifiques à affronter, c'est un beau mot, l'étude du Saint-Suaire sans idées préconçues, dans le respect tant de la méthodologie scientifique que de la sensibilité des croyants. C'est la plus belle chose que l'on dit sur le Suaire, et il est dommage que ceux qui ont déjà écrit là-dessus, pas tous, mais certains l'aient mal fait. Peut-être pour commencer à terminer, vous avez notamment autopsié aussi les restes de Saint-Lambert à Liège, autorisé avec Monseigneur Delville. Vous étiez à Troyes autour de la chasse des ossements. Vous avez réussi à retrouver quelques éléments, notamment du fait qu'il boitait, ce qui a été ensuite confirmé par des écrits. Vous avez aussi trouvé la raison de sa mort. Peut-être. Tout il reste un point d'interrogation. Et là, on a découvert qu'il existait un fémur de Saint-Lambert, on ne sait pas exactement en quel état il est, à Maastricht, et on va aller là. Donc, on doit sortir un bouquin sur Saint-Lambert, qui sera écrit par Monseigneur Delville pour la part historique, par Julien Maquet pour la part... le complément historique, en fait. Hein. Il y a la géographie de Saint-Lambert, d'une part, et puis d'autre part, il y a les ossements, que sont-ils devenus au cours des différentes époques de l'histoire, parce que ce sont les ossements qui sont bien maîtrisés. Et puis, il y a moi, pour expliquer ce que la médecine légale, l'anthropologie médico-légale, c'est comme ça qu'on l'appelle, est capable de dire sur les os. J'irai pas au-delà de ce qu'il y a moyen de dire, mais si j'ai un fémur, et que le fémur est effectivement de Saint-Lambert, maintenant ce sera Julien, donc aux historiens, Julien Maquet, hein, qui est le président du Trésor, de nous dire si effectivement c'est crédible ou pas, hein, parce que les fémurs sont manquants. Pratiquement tout est manquant. Et on a des fragments d'os pour la plupart. Grâce au fémur, j'arriverai à donner la taille. Donc on n'a pas encore publié le bouquin. Il est prêt, hein. J'ai écrit ma partie, tout le monde a écrit, parce qu'il me manque ce fémur, qu'on ira voir bientôt. Mais il faut le sortir de son reliquaire, il faut le développer parce qu'il est enveloppé dans des tissus, etc., pour le voir correctement. Et on aura peut-être la taille de Saint-Lambert, ce qui serait une chose pas mal. Et est-ce qu'il y a un moment de sortie ou de visite de ce fémur? C'est pas encore prévu. On devait y aller à une certaine date, et puis on s'est rendu compte qu'il était à l'intérieur d'une structure, et
Julien m'a demandé, Philippe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le sortir vraiment ou pas? Je dis oui, il faut le sortir pour deux raisons. Un, je dois le mesurer. Pour ça, je dois le sortir. Deux, je dois mesurer le diamètre de la tête fémorale. Avec le diamètre de la tête du fémur, je peux identifier le sexe. C'est pas mal, hein? Bon, donc j'ai besoin de la mesurer. Et enfin, je dois vérifier s'il y a une correspondance, ne fût-ce que sur le plan de la couleur, c'est déjà pas mal, entre les os que j'ai examinés, et dont j'ai gardé les photos, parce que la chasse a été refermée par Monseigneur Delville, et le fémur. Donc, tout ça, c'est important, et ça nécessite d'avoir l'os en main. Voilà, ça prendra un peu plus de temps que prévu. Et est-ce qu'il y a d'autres autopsies de restes de seins qui sont prévues ou que vous avez envie de réaliser? J'ai vu les ossements d'Eugénie Joubert, qui est une bienheureuse du début du siècle dernier, liégeoise. Je les ai examinés. J'ai vu aussi des ossements d'une sainte et d'un saint. Ils avaient été malheureusement un peu mélangés dans la chasse, et j'ai fait un tri déjà de certains os. C'est ainsi que ça nous a permis de retrouver un fémur contralatéral, comme on dit, c'est-à-dire l'autre fémur. On avait déjà un fémur dans le trésor de la cathédrale de ce saint, dont j'ai oublié le nom, hein, de ce saint. C'est un nom compliqué. À l'époque du Moyen-Âge, c'est un nom compliqué. Et c'était le prédécesseur de Saint-Lambert, je crois. Et on a retrouvé dans cette chasse l'autre fémur. Donc voilà, on a des éléments qui sont vraiment très sympathiques. Et est-ce que justement l'analyse médico-légale de ces restes, de ces reliques, permet de déterminer si une relique peut être vraie ou fausse? Bien sûr. La première chose à faire, c'est de vérifier qu'il s'agit bien d'ossements humains. Parce que dans la chasse d'un saint, justement, le dernier qu'on m'a présenté, il y avait une petite boîte et des petits fragments d'ossements à l'intérieur. C'était des ossements clairement animaux. Ça veut dire que dans la chasse du saint se trouve aussi son animal. Mais c'est pas anodin, ça peut exister. Dans la chasse de certains saints, on a trouvé des ossements, de mélange d'ossements du saint, mais aussi de gens qui étaient parmi ses compagnons. Ça c'est arrivé en France notamment. Donc c'est pas étonnant. Pour ça qu'il faut pouvoir faire la part des choses. Des ossements de Saint-Lambert, on a trouvé un os qui n'était visiblement pas de Saint-Lambert. On l'a exclu de la chasse de Saint-Lambert. Mais voilà, ça existe. Ça existe. Il faut le savoir, il faut être capable de faire la différence. Et pour clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter éventuellement, soit autour de ce livre La mort en face, soit autour de votre vécu? Non, rien de particulier, sauf que c'est une chouette expérience que je suis en train de vivre là avec ces livres, etc. Mais il faudra un jour que ça s'arrête, parce que c'est pas mon monde, c'est pas mon métier non plus, et j'aimerais bien un jour y retourner. Oui. Et c'est quoi votre monde? C'est l'universitaire? C'est le milieu universitaire, je ne le quitterai jamais. Je suis rentré là, j'avais 18 ans, je suis toujours, et il m'imprègne de la tête jusqu'aux pieds. Je suis universitaire de la tête aux pieds, avec cette envie de vulgariser les choses. L'université, c'est aussi ça. C'est faire passer du savoir, mais c'est aussi donner l'envie de connaître, donner l'envie de découvrir. Un étudiant, vous pouvez lui apprendre des tas de choses. Dans 2 ans, il les a oubliées. Il aura peut-être, on l'espère, gardé l'essentiel. Mais s'il a gardé l'envie de découvrir, de rechercher, de trouver, on a gagné. Ça, c'est ce que nous devons être, nous, les professeurs d'université. D'excellents pédagogues, des passeurs de savoir, des chercheurs, des motiveurs de recherche aussi, parce qu'on ne fait pas de la recherche fondamentale jusqu'à 70 ans. Hein. Ça, c'est de la blague. On a des équipes pour ça. Bref, voilà, le monde universitaire, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je suis toujours, je ne le quitte pas. Mais ce que j'ai quitté, c'est ma garde. Depuis le mois de février, là où ça a explosé, j'ai plus fait un jour de garde, j'ai plus su faire un jour de garde. J'ai autopsié, ça oui, mais je n'ai plus fait de la garde. Or, j'adore ça. J'approche de 60 ans. À 65 ans, je ne serai peut-être pas dans l'état qui est le mien aujourd'hui, qui est correct, et je ne pourrais peut-être plus en faire. Donc, je sais que je suis en train de vivre les dernières années de ma vie où je peux encore en faire. Je ne vais pas les perdre. Finalement, l'enseignement, c'est aussi ce qui passe par ce livre pour les personnes qui, justement, ne vont plus à l'université. Oui, l'enseignement, c'est ça aussi. L'enseignement, c'est être capable de vulgariser quelque chose de compliqué pour que tout le monde soit en mesure de comprendre. C'est ça l'enseignement, et c'est ça aussi l'enseignement universitaire. Ce n'est pas qu'enseigner des choses hyper complexes. C'est ça aussi, bien sûr, pour les étudiants. Mais vers le public, on doit être capable d'une belle vulgarisation pour qu'ils comprennent. Et les étudiants semblent bien vous le rendre aussi. Récemment, notamment, il y a eu aussi une conférence que vous avez menée à Namur, organisée par les étudiants, qui était très vite aussi ils étaient 800, je crois. Oui, c'est ça, mais il y avait très vite plus possibilité. Ce sont bien des conférences que je fais, ce n'est pas des spectacles. Oui, non, des conférences. Je suis là pour être pédagogue, c'est-à-dire pour enseigner, montrer ce qu'est la médecine légale. Alors, à mes conférences, je le montre d'une part en insistant sur les aspects que
que je trouve fondamentaux, qui ont permis d'arriver à ce qu'on appelle la scène de crime. Donc les principes de la criminalistique. J'explique ce qu'est la scène de crime. J'explique comment on fait une autopsie et ensuite je montre des cas démonstratifs. C'est bien une conférence. J'ai toujours voulu que ce soit une conférence et pas un spectacle. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'inquiète parfois de voir le nombre de personnes qui viennent. Je ne veux pas que ça devienne un spectacle. Voilà. Mais merci à vous en Tant tout pis. cas.